Merci Camille, merci Véronique. Donc maintenant, je vais appeler les participants à la première échange. Donc, la rénovation en milieu occupé, un enjeu pour les acteurs publics. Et donc là, j'invite Frédéric Delomo qui va animer cette table ronde avec Jacques Bautrier, adjoint à la mairie de Paris, Julie Benoît, chef de service à la DRIL, et Anne-Catherine Ledeuf, directrice de la ORIF. Merci. Alors, les micros fonctionnent. Bonjour à tous. On va s'installer comme ça, c'est parfait. Je vous laisserai peut-être tout de suite prendre les micros, ça va être plus pratique. Tiens, comme ça, tu peux l'avoir. Et Jacques, si tu veux aussi celui-ci, je vous laisserai. Ok. Bien, bonjour à tous. Dès lundi matin, c'est parti, table ronde, et on discute d'un sujet très important qui est la rénovation en site occupé. Alors c'est amusant parce que ça fait, je crois, 13 événements réhabilités qui sont organisés. Je crois que c'est la première fois finalement qu'on parle de site occupé, ce qui voudrait dire donc que tout le résultat, on parle d'autre chose que le site occupé. Je ne pense pas, mais voilà, en tout cas, on s'est dit que c'était un sujet qui avait été encore un peu oublié jusqu'à présent. Ce matin, on s'est dit avec Myriam en démarrage qu'on ouvrait avec une petite table ronde de cadrage de la part des pouvoirs publics. Et donc c'est pour ça qu'on vous accueille tous les trois. Chacun dans vos domaines pour témoigner de selon vous en tant qu'acteur public, chacun à votre place, quels sont les enjeux en matière de sites occupés, de rénovation globale, mais en particulier quand on a les occupants qui sont sur place. Et pour ouvrir cette discussion, Jacques Baudrier, en tant qu'adjoint au maire de Paris en charge du logement, mais aussi de la rénovation thermique, d'encadrement des loyers et de la défense des locataires, je voudrais vous poser un peu la question de à Paris, alors on a une chance à Paris, c'est qu'on a le département, l'interco, la ville, on a l'ensemble de ces compétences qui sont cumulées. Comment vous prenez en charge cette question du site occupé, tant dans la gestion de votre parc municipal, mais aussi on parlera de logement. Jacques, à toi. Merci Frédéric. Je vais d'abord dire un mot peut-être des bâtiments publics, parce que les deux autres participantes sont plus sur le sujet logement. Alors, on a depuis le plan climat, depuis une quinzaine d'années, déjà pas mal rénové les bâtiments publics, mais justement, en gardant les sites occupés, en particulier les écoles et les crèches, tout au long de l'année, en utilisant beaucoup les périodes d'été, en gros 45 jours utiles, disent les spécialistes de la direction des bâtiments et des constructions publiques. Et on voit qu'on est arrivé à être dans la trajectoire de notre plan climat, à économiser de l'énergie avec ce process, mais qu'on arrivait au bout de ce qu'on pouvait faire en termes d'efficacité. Et que si on voulait continuer à atteindre des objectifs qui sont les mêmes que la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050, avec ces process de sites occupés, on n'y arrivait pas. Et donc, il y a eu, il y a 2 ans, tout un travail un peu qui a été réalisé et on s'est dit la seule solution, c'est de changer de méthode complètement, donc de pivoter et de se dire maintenant on va essayer de libérer des équipements pendant des périodes et plus faire pendant les petites vacances et les grandes vacances par petites tranches, mais libérer les équipements pendant 1 an à 2 ans, en particulier les écoles, les équipements scolaires, pour faire des travaux d'ampleur de façon systématique et tout d'un coup pendant 1 an ou 2, au lieu de découper en tranches, qu'on n'y arrivait plus. Donc voilà, donc très clairement, on voit que pour les bâtiments publics, le site occupé tel qu'on travaillait, au bout d'un moment, ne fonctionne plus. Et là, on est en train, peu à peu, alors l'évolution de la démographie facilite encore les choses, mais de toute façon, on avait programmé le fait de... Alors c'est très compliqué, il faut faire déménager les enfants, enfin c'est une prévision à l'échelle du quartier pour qu'il y ait un système tournant, qu'à chaque fois une école soit entraînement libérée 1 an à 2 ans pour qu'on fasse tous les travaux. En tout cas, on voit que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et pas avec la méthode qu'on avait depuis une quinzaine d'années. Et donc, du coup, ça change complètement les plans de gestion de patrimoine, j'imagine. On raisonne sur plusieurs années. Il y a des enjeux aussi de concertation sur lesquels on reviendra peut-être après. Oui, c'est plus compliqué avec les communautés scolaires. Mais après, on avait bien vu qu'en fait, les réhabilitations vraiment très lourdes en site occupé posaient des problèmes de gestion très, très compliqués. Et donc, on arrivait, on n'arrivait pas à faire assez de travaux. Et même quand on les faisait, c'était déjà très compliqué avec les communautés scolaires. Donc, en gros, voilà, rien n'est simple, mais cette méthode, au moins, va nous permettre de rénover d'ampleur l'ensemble du patrimoine et puis de respecter notre plan climat. C'est quand même le sujet. Si on ne faisait pas ça, on ne respectait plus notre plan climat. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Ok, parlons un petit peu de logement pour enchaîner. Jacques, puis Julie. C'était dit, je crois, en introduction, 1/3 des logements franciliens sont avant 1950. Évidemment, à Paris, on est sur des proportions bien plus importantes. Alors, comment ça se passe sur le logement, tant privé que social, et quelle est l'action de la ville de Paris? Alors,
Donc, alors, la bonne nouvelle, la bonne information, c'est autant sur le parc social qui fait environ 270 000 logements, si on prend les logements intermédiaires, 320 000, le parc public, je dirais, on était en ligne avec 5 000 rénovations par an, on était sur un bon rythme de rénovation, donc rénovation lourde, d'ampleur, de plus en plus importante. Mais la bonne nouvelle, c'est sur le parc privé, on est en train, grâce à Eco-Rénovons Paris, à MaPrimeRénov' CoPro, travailler avec les services de l'État, les délégataires des aides de l'ANA, à faire exploser le nombre de rénovations. Donc on devrait avoir 10 000 logements dans le privé, rénovation d'ampleur financée cette année. C'était 1 500 il y a 2 ans. Donc voilà, cette année, il va y avoir 15 000 rénovations de logements à Paris engagées, alors que c'était que 6 500 il y a 2 ans. Donc on est en train de faire exploser les choses en volume. Et là, on s'aperçoit, autant que pour le social, on y arrive bien. Et il y a un sujet de site occupé, parce qu'on a de plus en plus, on est obligé, il y a plusieurs représentants de bailleurs sociaux dans la salle qui gèrent ces chantiers. Plus les chantiers sont lourds, moins on peut faire en site occupé. C'est-à-dire qu'on pense, on arrive à 30% des rénovations. On doit libérer les logements, ce qui est très compliqué, puisque ça fait des déménagements. Enfin, nos habitants de notre parc social sont très âgés, donc il y a plein de problèmes sociaux à gérer autour de ça, puis ça immobilise de l'offre de logement. Et dans le privé, notre principal problème, c'est l'âge du parc, comme tu signalais. Nous, à Paris, ce n'est pas 50%, c'est 50% avant 1914. Donc en gros, l'écrasante majorité des logements passoires thermiques EFG sont des logements construits avant 1914. C'est une proportion bien moindre en France, ça va être 10%. Et donc là, on a un très gros problème, puisqu'on voit qu'avec les modes de financement actuels, qui sont très peu différenciés suivant les types de bâtis, les années de construction, en gros, l'écrasante majorité des logements qu'on rénove, une grande majorité, sont des logements après 1914. Et donc, on rénove en proportion pas assez de passoires thermiques, ce qui est un vrai problème. Donc, voilà, donc on espérait rénover 80% de logements EFG. En fait, dans le privé, on n'en rénove que 30%. On rénove en proportion plus les D et les E que les F et les G. Et donc, le gros problème qu'on a, et qui est commun à toutes les collectivités qui ont beaucoup de bâtis anciens, c'est vrai au centre de toutes les grandes agglomérations, mais aussi dans certains départements ruraux, en gros de la diagonale du vide, qui ont beaucoup de bâtis anciens, où il y a eu peu de construction. Eh bien, c'est les modes de financement qui sont très inadaptés, parce qu'il faudrait beaucoup plus de financement, en particulier de l'ANA, pour le bâti ancien. Autrement, on ne va pas arriver à rénover le bâti ancien et on ne va pas arriver à rénover les passoires thermiques, ce qui est un vrai problème. On va y revenir sur les questions de financement et de modèle économique. Julie Benoît, vous êtes architecte urbaniste d'État au sein de la DRIL. La DRIL, c'est la Direction régionale et interdépartementale du logement et de l'hébergement. Je l'ai presque, c'est ça. Julie, est-ce que tu peux nous poser un peu le cadre de l'action publique de l'État en matière de rénovation de l'habitat en général, et puis plus particulièrement la part que prend le site occupé dans cette affaire? Alors, je ne sais pas si je vais poser un cadre complet, mais en tout cas, je vais pouvoir vous présenter les politiques publiques de l'habitat dont on comporte à la DRIL et qui sont bien sûr liées très fortement à la question des travaux en site occupé. Donc nous, ce qu'on porte, c'est le développement, bien sûr, de l'offre de logement social et abordable, et puis les relations avec les bailleurs sociaux. On porte aussi l'amélioration du parc privé, donc en tant que délégation régionale de l'ANA. Bien sûr aussi les questions de renouvellement urbain en lien avec l'ANRU et de lutte contre l'habitat indigne avec les polices coercitives du préfet. Et nécessairement, et si on prend en particulier la question de l'amélioration du parc privé, c'est d'abord un sujet en Île-de-France, enfin, c'est pas d'abord, mais c'est en bonne partie un sujet de copropriété. Voilà, un sujet de copropriété ou à rénover ou on peut dire à redresser, en tout cas à accompagner pour lutter contre toute forme de dégradation. Voilà. Donc nous, on porte une vision régionale des politiques de l'habitat avec évidemment, bien sûr, une logique très partenariale. On pourra bien sûr y revenir. Et dans ce cadre-là, et peut-être je peux juste dire 3 points, parce que je vois ça ira très, très vite dans le cadre qu'on pose. Ça ira ? Alors, juste les 3 points que je peux préciser, c'est que dans ce cadre-là, d'une part, on travaille énormément, on mobilise énormément l'existant.
ça c'est évident. Donc on va travailler sur des gisements qui sont dans l'existant. En Île-de-France, 90% de la production se fait en renouvellement urbain. Et pour le logement, l'offre de logement social, c'est un quart de la production nouvelle qui se fait par transformation de logement en logement social. Et pour le parc privé, c'est effectivement en Île-de-France 40 000 rénovations qu'on organise, qu'on engage par an, dont 20 000 à peu près, dont 20 000 copropriétés qui partent en simple rénovation énergétique. Voilà. Le deuxième point, c'est que de fait, dans cette intervention dans l'existant, la question du relogement est absolument centrale. On doit bien sûr la circonstancier cette question aux sujets les plus serrés, les plus lourds. Voilà, le nouveau programme national de renouvellement urbain implique 33 000 relogements. Il nous en reste encore un tiers à faire et c'est 10% de nos capacités d'attribution dans le logement social annuel. Et donc, de fait, ce n'est pas on doit dépasser la question des travaux quand on parle de sites occupés, puisqu'on doit limiter la pression sur l'offre existante quand on part avec toute cette masse de rénovation à produire. Et donc, on s'inscrit pleinement dans un contexte de crise du logement francilien. Voilà, ce qui fait qu'on réfléchit beaucoup aux logiques en tiroir, on en a parlé en intro, en temporaire, pour essayer au maximum de ne pas dépasser l'estimation qu'on donne, un tiers des besoins en relogement quand on transforme et deux tiers en site occupé. Ce qui fait que le renouvellement urbain sera mon troisième point. C'est une réalité qui est très complexe, beaucoup plus complexe que bien sûr la démolition-reconstruction, et que c'est un savoir-faire francilien, voilà, qu'on valorise au maximum, parce que c'est un modèle qui nous permet de continuer à produire voilà, la ville sur la ville. Merci beaucoup pour ce point de cadrage et ces 3 points. Peut-être pour zoomer maintenant sur le parc social, Anne-Catherine Ledeuil, vous êtes directrice de l'AORIF. Donc l'AORIF, c'est l'Union sociale de l'habitat en Île-de-France. Alors les bailleurs sociaux au quotidien, comment ils font pour gérer ce défi ? Oui, alors effectivement, peut-être redire ce que représente ce collectif que réunit l'AORIF, hein, puisque ce sont 100 organismes de logement social au niveau francilien impliqués dans la transformation et le développement du parc. 100 organismes de logement francilien, c'est 1,4 million de logements. C'est 3 millions de franciliens et c'est un quart des résidences principales de la région Île-de-France. Donc évidemment, c'est un secteur qui embarque beaucoup des sujets qu'on va aborder aujourd'hui et qui est évidemment extrêmement mobilisé parce que, alors Jacques Beaubrier l'a indiqué et puis tu as également souligné le poids du secteur HLM. Aujourd'hui, le flux commun, si je puis dire, des investissements de nos adhérents sur leur patrimoine, c'est 1,5 milliard d'euros investis tous les ans dans la transformation du parc existant. Et l'objectif, c'est de rehausser ces investissements à 1,7 milliard d'euros par an. C'est en tout cas ce que dit la feuille de route de décarbonation qu'a produit l'AORIF au nom de ce collectif pour traiter 900 000 logements dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et de la loi climat et résilience. Donc on voit bien que l'impact conjugué de ces organismes de logement social à l'échelle francilienne est extrêmement important et c'est une très belle opportunité pour tenir la trajectoire d'adaptation au changement climatique en Île-de-France. Alors c'est un secteur qui est mobilisé, c'est aussi, vous l'avez dit, un secteur qui est doté d'importants savoir-faire et des savoir-faire qui sont précieux quand on parle de ces sujets au niveau résidentiel en général, alors à la fois en termes techniques, hein, puisque les bailleurs sociaux ont à leur actif, si je puis dire, plusieurs générations d'intervention sur leur patrimoine existant, depuis les premières générations de palulose qu'un certain nombre d'entre vous ont dû connaître, jusqu'à tous les enjeux qu'on connaît aujourd'hui d'anticipation, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, en passant, Julie l'a dit, par ces projets en rue qui ont été aussi un très beau laboratoire de travaux dans la transformation profonde de ce patrimoine. Donc une ingénierie technique très sachante et aussi mobilisable pour le parc privé
Et puis une ingénierie sociale, puisque c'est aussi l'objet d'aujourd'hui, qui est extrêmement précieuse, puisque évidemment, au cœur des métiers des bailleurs sociaux, il y a ce lien permanent et quotidien avec les locataires. Ça fait partie évidemment de leur mission fondamentale avec, je pense qu'on le verra dans la poursuite de la matinée cet après-midi, un vrai savoir-faire dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans l'accompagnement de la conduite du changement auprès des locataires. Évidemment, tout ça est très précieux aussi pour le parc privé. Et peut-être pour compléter ce que vient de dire Julie, l'année dernière, près de 30% des agréments de logement social, ça a été des agréments de transformation de bâtis existants, que ce soit dans le cadre d'opérations de logement privé ou dans le cadre de la transformation d'actifs non résidentiels en logement. Alors Paris est très actif et c'est vraiment déjà le droit commun à Paris, mais on voit bien qu'en Ile-de-France, cette réalité-là, elle se diffuse et qu'on va bien au-delà évidemment de la seule prise en charge du patrimoine aux mains déjà des bailleurs sociaux. Alors évidemment, je Peut-être, continue. non, je serais intéressé qu'on s'arrête un petit peu sur la question de financement là, parce que vous avez donné quelques chiffres et quelques ordres de grandeur, notamment 1,5 milliard d'euros injectés par les bailleurs pour rénover de l'ordre de 900 000 logements, c'est ça la cible. On veut monter à 1,7. Comment vous faites pour financer ça? Parce que finalement, il n'y a pas de modèle économique. Quand on parle de rénovation, on ne crée pas de la surface. Alors, j'ai entendu qu'il y a une question de production de logement. Peut-être qu'on pourrait y revenir. Voilà. Comment vous faites pour financer ça? Tout est lié. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau national, je précise au niveau national, puisque des collectivités sont très actives dans le soutien financier à ces opérations de réhabilitation. Au niveau national, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de modèle financier satisfaisant de ces réhabilitations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fonds gratuits. Et il n'y a pas de fonds gratuits parce que l'État, je suis désolée Julie, parce que l'État en Ile-de-France soutient plutôt bien l'AORIF, en tout cas ça a été, et les bailleurs sociaux surtout, ça a été le cas l'année dernière avec un soutien très fort sur les financements FNAP pour le développement, mais en tout cas l'État est absent du financement en subvention de la réhabilitation du parc social. Donc on n'a pas de modèle satisfaisant pour la réhabilitation du parc social et on est dans une situation macroéconomique pour le secteur HLM au niveau national et singulièrement en Ile-de-France, qui est extrêmement tendue, avec une vraie impasse à mener de front les objectifs de développement qui sont ceux assignés par les pouvoirs publics en Ile-de-France, c'est le schéma régional d'habitat et d'hébergement et le SDRIF. Donc l'impossibilité et l'impasse de mener de front le développement absolument essentiel du parc social et la réhabilitation du parc social. Et ce qui nous conduit malheureusement à devoir choisir entre urgence climatique et urgence sociale, ce qui n'est absolument pas satisfaisant évidemment dans la région capitale qui est la nôtre. Donc des arbitrages très difficiles à faire. Je me souviens qu'il fut un temps, on parlait de la troisième ligne de quittance, des choses comme ça qui permettaient de financer. J'ai l'impression que finalement ça pèse pas grand-chose finalement vis-à-vis des investissements dont on parle. Non, ça pèse pas grand-chose. Il y a des limites à ce modèle. Et puis encore une fois, surtout, alors la ligne de quittance, c'est un sujet spécifique avec le partage de l'économie engendré par la réhabilitation auprès du locataire et auprès du bailleur social. Mais surtout, le système actuel de financement des réhabilitations, encore une fois, si on met de côté ce qui est pour autant très important dans certaines collectivités, les financements des collectivités locales. Le seul moyen de financer les réhabilitations, c'est les loyers. Et évidemment, on a besoin de loyers bas, singulièrement en Ile-de-France. Et donc, c'est absolument pas satisfaisant de jouer sur les politiques de loyer pour pouvoir réhabiliter le parc. Pour autant, c'est le seul levier qui est à la main des organismes de logement social pour pouvoir soutenir ces investissements. Encore une fois, dans un contexte où les fonds propres des organismes sont très sollicités pour le développement concomitant du parc social et ont été, si je puis dire, ponctionnés par l'État, encore une fois au niveau national, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, qui, vous savez, a mis en place cette fameuse RLS qui nous crée beaucoup de difficultés et qui, à l'échelle de l'Île-de-France, a conduit au résultat, depuis sa mise en place, à la ponction de près de 3 milliards d'euros pour les seuls bailleurs sociaux, qui sont autant de fonds propres que l'on n'en met pas dans les investissements, ni dans le développement du parc, ni bien sûr dans la réhabilitation. Bien compris. Jacques, peut-être pour une réaction à ce sujet. Oui, moi, je voudrais renchérir sur ce sujet, sur le parc social, où il y a une situation qui s'aggrave quand même violemment. Nous, je vois, auparavant, l'État nous subventionnait à hauteur de 2-3% des investissements. 2-3%, c'est pas grand-chose. Maintenant, on est à 0%, comme l'a très bien dit Anne-Catherine, pour les réalisations du parc social. Donc, si on arrive à maintenir ce rythme, parce que la ville de Paris augmente son budget, là, on est à près de 100 millions d'euros de budget de subventions par an à la réhabilitation du parc social, dans le cadre d'un budget logement qui a été multiplié par 2 durant la dernière mandature. Ça fait 600 millions d'euros de crédit de paiement au lieu de 300 6 ans avant. Donc, si on n'avait pas augmenté énormément notre budget, on ne pourrait pas suivre
ce rythme de rénovation et de production. Et là, ce qu'on aperçoit depuis le début de l'année, et là, il y a un effet de rupture, c'est que du fait des difficultés croissantes des bailleurs sociaux, les seuls qui continuent à investir à Paris pour produire du logement, ce sont nos bailleurs, les bailleurs villes présents dans la salle, RIVP, et Gician, Pépar Habitat, et tous les autres bailleurs, du fait de les ESH, du fait de leurs difficultés financières, ont des arbitrages qui font qu'ils abandonnent la production pour maintenir, je pense, un peu de réhabilitation. Mais on est dans un système où là, un certain nombre de bailleurs sociaux en Ile-de-France, et nous on le constate, et que ça nous pénalise, parce qu'ils n'investissent plus à Paris du tout. Donc c'est des chiffres qui tombent à zéro. Ils arbitrent, ils font beaucoup moins de production et aussi moins de réhabilitation. Donc on est vraiment dans, voilà, c'est un peu un cri d'alarme, hein. Après ce que vient de dire Anne-Catherine, là on est dans une situation où c'est pas business as usual. On est vraiment dans on disait depuis un certain temps, on arrive, les bailleurs sociaux, l'épuisement des fonds propres, la RLS, on arrive à un épuisement des investissements. Ça y est, on y est. Et là maintenant, c'est moins produire et moins rénover, et voire dans certains secteurs plus produire du tout, alors qu'on a 330 000 demandeurs de logements sociaux à Paris. Donc on a un vrai sujet du modèle du financement du logement social, à la fois sur la production et la réhabilitation. Et toutes les collectivités ne se donnent pas les moyens, comme Paris, de multiplier par 2 leur budget en 5 ans. Ok, donc conséquences sociales, conséquences économiques avec un resserrement évidemment du marché du bâtiment qui va avec. Il y a moins de sous, mais il y en a quand même encore. Julie, peut-être pour rappeler aussi l'action de l'État sur ces sujets, notamment sur la région. Oui, moi je pense qu'on déjà on peut absolument tous convenir sur l'enjeu étant donné qu'on travaille complètement dans l'existant, bien sûr, on doit travailler sur tous les fronts, sur la production d'une offre nouvelle dans l'existant, bien sûr sur également la rénovation du parc social et bien sûr du parc privé. Je crois qu'on peut dire que sur le front du développement d'une offre sociale de qualité et dans l'existant, l'État a été au rendez-vous l'année dernière et je pense l'a toujours pour l'instant été et l'État soutient. En 2025, on a produit, on a agréé presque 30 000 logements sociaux en 2025 en Île-de-France. Donc, on est revenu à des niveaux de production d'avant Covid. Et bien sûr, l'État a largement soutenu et en ingénierie et en partenariat et en financement cette production qui, pour mémoire, s'est faite pour à peu près un quart en acquisition et en amélioration de logements. Un logement sur 10 également s'est fait par transformation de bureaux en logement. Voilà, donc on est clairement sur un soutien de l'État pour apporter bien sûr des réponses aux surcoûts liés à la transformation de l'existant. Après, on est dans des logiques de péréquation économique entre les différents segments de gestion du parc des bailleurs, donc production d'une offre nouvelle, amélioration, vente, et bien sûr, il faut après travailler dans une logique globale à l'échelle de l'opérateur et pas qu'à l'échelle de l'opération, pour pouvoir permettre à la fois de développer et d'améliorer le parc. Mais je pense que l'État a été au rendez-vous en 2025 en Île-de-France sur au moins le segment de la production dans l'existant. Okay. De toute façon, ce qu'on voit bien sur ces sujets, c'est qu'il y a tant à faire vu l'état du parc et simplement on a une demande qui va être qui est explosive, hein, qui augmente d'année en année et de façon extrêmement forte. On ne parle pas de plus 2% de demande, mais plutôt du plus 10, plus 20, plus 30% par an. Et forcément, on sait tous que l'équation est difficile à résoudre dans ce cadre-là. J'aimerais qu'on vienne maintenant sur les questions de compétences. Camille, en intro, Camille Bateau nous a parlé de beaucoup de sujets de compétences. On a parlé d'acceptabilité, d'assistance à maîtrise d'usage, d'enjeux de gestion de projet. Vous, en tant qu'acteur public, c'est quoi vos besoins de compétences et de qui vous avez besoin? C'est le moment de s'adresser un petit peu à la salle, parce qu'ici, on a des maîtres d'œuvre, des architectes, des bureaux d'études. Enfin bref, les compétences, elles sont présentes. Donc, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque encore un petit peu? Qui se lance là-dessus? Anne-Catherine, peut-être? Oui, je vais en profiter pour préciser quand même ce qu'a dit Julie. Je suis désolée, Julie, mais les financements du FNAP, c'est l'argent des bailleurs sociaux. Je préfère le redire quand même. Voilà. Bon, c'est parenthèse fermée. Oui, sur la question de l'ingénierie, évidemment, ça va être tout le déroulé de la journée.
Évidemment, ça a été dit tout à l'heure, la qualité de la prise en charge de la maîtrise d'ouvrage, elle est absolument fondamentale, à la fois pour faire en sorte que les travaux et les restructurations qu'on met en place correspondent bien aux attentes, aux enjeux, aux besoins des habitants, mais aussi qu'on ne rate pas le passage à la mise en service, parce qu'on constate sur des sujets notamment d'équipement technique, je pense que ce sera évoqué cet après-midi, qu'on peut avoir des difficultés dans l'adaptation à la prise en main de ces évolutions qui peut créer des tensions, voire des difficultés d'évolution de ce patrimoine dans le temps. Et évidemment, cette prise en charge de la maîtrise d'usage, elle doit être prise en charge par toutes les parties prenantes de la chaîne d'acteurs qui intervient, avec évidemment ce rôle d'orchestre qui est très important pour les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il est important qu'on continue d'être dans cette exigence de faire un pas de côté par rapport à nos pratiques, par rapport aux nouveaux modes et aux nouveaux enjeux de transformation de ces patrimoines. Donc j'ai parlé de cette question de la prise en main des équipements, et je pense qu'il faut aussi que nous, bailleurs sociaux, on prolonge peut-être un peu plus durablement tout ce travail de concertation qu'on mène avec les habitants, pour ne pas considérer qu'on a juste, à la fin de la démarche, on remet un guide d'usage et tout va bien se passer, parce qu'on voit bien que c'est pas le cas et que ça peut créer des problèmes particuliers. Et puis aussi, dans cet enjeu de pas de côté, moi je voudrais évoquer un des points qui nous préoccupe pas mal dans le cadre de notre feuille de route de décarbonation, c'est 2 chiffres importants. Le premier, c'est que pour mener à bien cette feuille de route, il faut traiter les 2 tiers des 900 000 logements à traiter ont des sujets d'enveloppe extérieure. Et 1 tiers de ces mêmes logements sont en situation de secteur protégé au titre de la protection du patrimoine, ce qui implique évidemment de reconsidérer un peu autrement la question du traitement de ces enveloppes, considérant qu'on est là pour parler de ces réhabilitations en site occupé, et qu'évidemment c'est beaucoup plus invasif de faire des réhabilitations par l'intérieur que des réhabilitations par l'extérieur, et il faut absolument qu'on arrive à trouver un dialogue efficace et qui gère de manière équilibrée les enjeux patrimoniaux et les enjeux d'adaptation au changement climatique. Troisième exemple de besoin de faire un pas de côté, Julie évoquait la question des copropriétés, qui est une vraie réalité évidemment en Ile-de-France. C'est une complexité plus forte de mettre d'accord l'Assemblée des copropriétaires qu'un bailleur social qui a évidemment la maîtrise, si les finances sont au rendez-vous, de prendre des décisions, d'aller très vite sur une réhabilitation. Il faut savoir qu'évidemment, le parc social en copropriété se développe beaucoup en Ile-de-France. C'est 40% de la production annuelle. Certains de nos adhérents ont quasiment la moitié de leur parc qui est en copropriété, qui évidemment est une complexité très forte quand on n'est ou pas majoritaire dans cette copropriété pour embarquer l'ensemble de l'immeuble, avec par exemple, on le voit de plus en plus, le développement de métiers de syndic de la part de nos adhérents, qui permettent aussi d'avoir une gestion plus efficace de ces patrimoines, à la fois dans la rénovation et évidemment dans l'entretien courant, ce qui est aussi un sujet quand on est en copropriété. Voilà les exemples que je voulais donner de cette nécessité, je pense qu'on a tous, de faire ce pas de côté. Et j'en retiens donc 4, tous les enjeux de mise en service et de gestion, les enjeux de concertation auprès des habitants, le patrimoine, comment on fait pour un peu faire bouger les curseurs sur qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on fait évoluer, et puis enfin le bailleur copropriétaire, puisque voilà, les copropriétés mixtes deviennent un enjeu super important en termes de gestion. Jacques ou Julie, peut-être en rebond sur ces 4 points ou sur d'autres. Alors, nous, de quelles compétences on a besoin? En gros, comme on a quand même pas mal d'expérience à Paris depuis plus de 15 ans de rénovation. En gros, autant les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, les qualités de la concertation, enfin, les entreprises, on sait faire. D'ailleurs, on a accumulé des dizaines de prix architecturaux. Donc, voilà, donc il y a vraiment plus de questions de compétences de la filière. Y compris dans la salle, il y a plein d'architectes ultra compétents. Le seul sujet, c'est les moyens financiers. On ne va pas réussir à rénover l'ensemble du parc d'ici 2050. Là, comme l'a dit Anne-Catherine, le FNAP, c'est de l'argent des bailleurs qu'on leur redonne. Donc, c'est 0 € de l'État. La réhabilitation logementale, c'est 0. Alors, il y a un peu d'argent pour la rénovation des copros, pas assez, mais il y en a un peu. Et puis, le fonds vert, ils ont encore enlevé 200 millions la semaine dernière. On tend vers 0 aussi. Donc, pour les bâtiments publics, on va bientôt être à 0 €. Donc, le sujet, c'est qu'il y a un peu d'argent pour le privé, quasiment plus pour les bâtiments publics, 0 pour le social. Et donc, et en plus, ce qui est quand même très inquiétant, c'est qu'on a une baisse des financements publics, quoi, globalement. Donc, moi, c'est un cri d'alarme, hein. On a toutes les compétences qu'il faut. D'ailleurs, il y a un certain nombre de maîtres d'œuvre, de cabinets d'architectes qui sont en difficulté financière. Et le sujet, c'est comment on finance l'ensemble de ces travaux. Parce qu'on a une urgence
sociale et on a besoin et une urgence climatique et on a besoin de moyens pour l'affronter. Et aujourd'hui, malheureusement, les décisions gouvernementales, pas plus tard que la semaine dernière, vont dans le mauvais sens. C'est pas du tout une critique contre nos amis et collègues de la DRIL qui font un très bon boulot, mais dans le cadre du périmètre qui leur est dévolu. Donc, pas d'enjeu de compétences, finalement, tout va bien, mais il manque des sous. Jacques, j'aimerais bien quand même que tu nous parles un petit peu des compétences qu'il faut pour la gestion du parc. Je pense notamment dans les directions comme les directions de l'architecture et du patrimoine de la ville de Paris. C'est quoi les grands métiers qui sont nécessaires pour faire cette gestion-là? On parlait par exemple de concertation, de gestion de patrimoine. Enfin, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, s'il te plaît? En gros, il y a eu une grosse phase d'acquisition de compétences depuis quelques années, justement sur l'adaptation du parc au réchauffement climatique, mais y compris d'ailleurs pour tout le travail mené par Ecopolis et un certain nombre d'acteurs présents dans la salle. Mais en tout cas, ces compétences, maintenant, je pense qu'on les a. C'est de la formation, quoi. C'est la formation, mais ça progresse très, très vite, y compris d'ailleurs aussi grâce à tout le travail qui a été mené sur le parc social, qui permet d'essaimer à la fois dans le secteur des bâtiments publics et dans le secteur des copros. Donc je dirais que voilà, les compétences, c'est vraiment pas le sujet. Ça, c'est bon. On a des milliers d'architectes qui sont très, très bons. Il n'y a aucun de bureau d'études. Tout va bien. Le sujet, c'est des sous pour engager les chantiers. Bien compris. Julie, notamment sur le parc privé, il y a un soutien de longue date de l'État aux opérateurs, notamment dans le cadre des politiques ANA. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots là-dessus ou sur d'autres enjeux de compétences? Pourquoi pas? Donc effectivement, au-delà du sujet de financement, pardon, au-delà du sujet de financement, je pense que on doit poursuivre de toutes les façons notre réflexion sur comment rendre possible la transformation du parc. Moi, je crois que prenons l'exemple de l'EPFIF, par exemple. L'EPFIF, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France. Je trouve qu'il est assez éclairant en cela qu'il porte la transformation des copropriétés les plus dégradées. Et ce que ça amène comme question en termes de compétences intéressantes, je crois, c'est d'une part, et ça vous l'avez dit très bien, tous les enjeux de permanence sur le chantier. Donc voilà, la présence des architectes, la gestion urbaine de proximité, etc. Tous les sujets pour rendre possible la transformation pendant l'acte en fait de chantier. Et ça pose aussi des questions assez intéressantes de portage en fait, d'acquisition, de portage de certains lots. C'est-à-dire que il y a un enjeu de sécurisation du montage, du montage d'une opération très complexe qui reste encore parfois à explorer pour pouvoir s'assurer donc d'une part d'avoir une bonne permanence sur le chantier, mais d'autre part de sortir de l'opération de transformation, de lutte contre la dégradation avec un mode de gouvernance stabilisé. Voilà, stabilisé, donc organiser une gouvernance stabilisée pour finalement rendre de nouveau durable la gestion de l'immeuble. Et ça, c'est un enjeu assez intéressant dans les situations les plus complexes où les bailleurs sociaux ont absolument toute leur place, puisqu'ils sont partie prenante de toutes les façons de certains portages de l'eau. On a une réflexion, nous, qu'on mène sur ce sujet-là, par exemple, sur la rénovation des énergétiques ou des copropriétés les plus fragiles sur le plan financier, ou bien des copropriétés dégradées, avec l'AORIF, évidemment, qui est donc une réflexion sur l'arrivée possible de foncières solidaires, d'une logique de démembrement de certains logements en copropriété pour pouvoir, entre le foncier et le bâti, pour pouvoir justement proposer un modèle qui permet de laisser en place au maximum les occupants. Donc c'est une étude qu'on mène actuellement. On a aussi d'autres réflexions que je trouve intéressantes qui combinent et qui permettent de poser autrement la question des compétences, qui combinent ce que savent absolument parfaitement bien faire les bailleurs sociaux, évidemment, la question de la création d'une offre nouvelle et de la réhabilitation, donc combiner la densification parcellaire ou la surélévation avec la réhabilitation. Et donc là, on regarde toujours
avec la ORIF, c'est évident, on regarde le potentiel de surélévation du parc de logement pour voir dans quelle mesure déjà c'est possible. Et puis c'est possible en embarquant des sujets de réhabilitation du parc. Voilà. Et donc ça, c'est aussi donc, des compétences couplées qui sont absolument intéressantes et qui poussent à la maîtrise d'ouvrage directe aussi. Voilà, pour les bailleurs sociaux, c'est intéressant. Et puis ensuite une autre réflexion qu'on a, qui est celle de la transformation de bureaux en logement, qui nécessairement amène aussi des compétences toujours plus incisive, pointue des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, puisque là, on est aussi sur un champ nouveau, puisqu'on est sur la transformation de gestion d'actifs qui sont obsolètes et donc qui demandent d'une part voilà, de pouvoir avoir un savant savoir-faire pour acquérir, porter le foncier avec une chaîne d'acteurs assez complexe, avec des foncières publiques qui peuvent rentrer dans la chaîne d'acteurs. Et puis ensuite, derrière, il y a tout l'enjeu de transformation d'usage, en essayant d'adapter, puisqu'on ne démolit pas évidemment, d'adapter l'infrastructure et la superstructure, enfin les travées au maximum à des formes de logement qui sont le plus adaptées à des anciens actifs, donc par exemple le logement étudiant, des logements, voilà, des petits logements. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que bien sûr, la question du financement est évidente. Maintenant, je crois que la question des compétences, quand bien même elle est absolument présente dans toute la chaîne d'acteurs francilienne, on continue à explorer des nouvelles compétences et aller encore plus loin sur certains enjeux et sans doute à orienter différemment les politiques publiques qu'on porte à partir de ces études. D'accord, très clair. Donc, ce qu'on voit bien, donc c'est un enjeu avant tout finalement sur des métiers connexes, c'est pas forcément sur le cœur de métier maîtrise d'œuvre où là finalement les compétences sont là et les gens se forment, mais plutôt des métiers qui évoluent, notamment du côté de la maîtrise d'ouvrage et des montages financiers. Peut-être pour terminer ce tour de table, est-ce que, enfin là je le lance un peu comme un appel au public, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous êtes en ce moment où vous dites on manque, en tout cas on a envie d'en parler, des angles morts que vous constatez qui sont pas encore assez explorés? J'entendais parler d'assistance à maîtrise d'usage. Est-ce qu'il y a des sujets de ce type-là un peu angle mort que vous voulez partager? Jacques? Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Julie Benoît. Sur la surélévation, on travaille beaucoup, on progresse, on va en faire 3 à 5 fois plus qu'auparavant, donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment le sujet de la transformation de bureaux en logement qui devient, y compris pour repérer, un sujet majeur. L'an dernier, on a produit 1200 logements sociaux, donc un tiers de notre production, 30% de notre production, transformation de bureaux. Il y avait tout un travail qui avait été mené à la demande de Valérie Létard, qui était ministre du Logement, avec plusieurs rapports. Et on voit bien que pour massifier, et on pourrait vraiment massifier énormément, nous on a 1,4 million de mètres carrés de bureaux vides à Paris aujourd'hui, c'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. On a besoin d'évolution législative, technique parfois. Hein. Et bon, le travail a été un peu arrêté avec le départ de Valérie Létard. Donc je pense que là, en tout cas, pour la production de logement social, et je pense que le plus grand projet d'aménagement d'Île-de-France à venir, c'est la transformation de ces millions de mètres carrés de bureaux vides. On a besoin d'un travail, y compris pour faire évoluer la loi. Je sais qu'un certain nombre d'acteurs, ils sont tout à fait ouverts à l'Assemblée, dans les ministères, mais je crois qu'il y a un travail qui n'est pas fait actuellement où il faut qu'on le fasse ensemble pour massifier. Je pense qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de logements qu'on pourrait créer en Île-de-France dans les années à venir, et donc sans moyens financiers en plus, hein, d'ailleurs, mais avec des évolutions réglementaires et fiscales. Bien compris pour ce point, besoin réglementaire. D'autres points partagés, Anne-Catherine? Ouais. Oui, alors par rapport au déroulé de la journée, j'ai indiqué, de mon point de vue, l'enjeu, c'est vraiment de sortir de sa seule sphère professionnelle. C'est aussi l'intérêt d'un endroit comme celui-ci pour sortir de ses réflexes et à comprendre les préoccupations des autres parties prenantes de ce projet. Sur la question du modèle économique, moi, je voudrais évidemment confirmer qu'on est tous très créatifs, très innovants. Enfin, Julie a présenté des travaux qu'on porte ensemble sur la mobilisation des copropriétés fragiles par les bailleurs sociaux, sur les questions de densification, soit verticale, soit horizontale. La transformation de bureaux en logement, évidemment, c'est un vrai sujet et on est en train de travailler un retour d'expérience francilien, parce qu'on voit bien qu'en Île-de-France, on a une grande avance par rapport à d'autres régions, mais je voudrais quand même, je suis désolée d'insister sur le fait que ce n'est pas à l'échelle et qu'évidemment, si on ne résout pas la question plus générale du modèle économique et de soutien du
des organismes de logement social par l'État, on n'y sera pas. Je termine par un dernier indicateur pour que vous mesuriez l'importance de cette impasse. Si les bailleurs sociaux d'Île-de-France menaient à bien de manière concomitante les objectifs de production qui sont les leurs, 38 000 à minimum 31 500 logements sociaux par an, plus la trajectoire bas carbone dont j'ai parlé avec l'enjeu d'accélération, le modèle économique fait faillite en 3 ans. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a soufflé au nez tous les fonds propres des organismes de logement social et le système fait totalement faillite. Donc je me permets d'insister sur ce point-là parce que toutes les questions évidemment de recherche créative sont, voilà, on est y compris à l'ORIF très très actifs. On travaille sur les concepts de dette évitée pour essayer de voir comment on réinjecte des financements dans le modèle des opérations, mais vraiment, j'insiste, c'est pas du tout à l'échelle. Tout existe déjà sur le terrain, l'enjeu de l'accord de RAID sur le financement. Bien compris. On a un peu de temps pour des questions dans le public. C'est le lundi matin, première table ronde. Forcément, c'est pas le plus facile. Non? Alors moi j'en ai une à Anne-Catherine Ledeuf, mais je pense que nos 3 intervenants pourront réagir. On a parlé d'acceptabilité des travaux en site occupé. Et moi, il y a un paradoxe que je vis tous les jours. Moi, je travaille sur le logement privé, la copropriété. Et globalement, on a des copropriétaires qui sont certes aidés, mais qui mettent quand même beaucoup à la poche. Et on constate assez rarement des problèmes d'acceptabilité des travaux. C'est-à-dire que comme ils payent, ils veulent absolument avoir leurs travaux, donc ils sont désireux de ces travaux. Il y a un peu de discussion par-ci par-là, mais globalement, on a rarement des collectifs de propriétaires qui ont eux-mêmes voté avant les travaux qui viennent se plaindre. Donc on a l'impression que c'est plutôt stable. Et j'ai l'impression que côté parc social, j'entends des fois des histoires de collectifs d'habitants qui sont contre, ce genre de choses. Enfin, comment ça se fait? Et est-ce que ça a changé aussi? Peut-être, j'entends moins parler aujourd'hui. Est-ce que les méthodes vous semblent plus intégrées et permettent de moins avoir d'opposition? Oui, non, mais je pense qu'effectivement, les organismes sont quand même, encore une fois, très sensibles et attentifs à la participation des locataires, avec certains qui sont plus particulièrement innovants que d'autres. Et évidemment, il nous appartient, nous, associations professionnelles, de diffuser ces bonnes pratiques. Et évidemment, alors, la question que vous soulevez, elle n'est pas simple à répondre en 2 secondes 50. Évidemment, il y a aussi une part de réactions qui sont liées à la possibilité évidemment bien plus efficace de mobiliser un acteur institutionnel connu, reconnu, avec une adresse, un nom, et qu'on peut mobiliser à plusieurs, etc., qu'un propriétaire privé qui parfois, alors notamment dans le parc privé dégradé, évidemment, peut inquiéter, y compris dans la possibilité de le solliciter, parce qu'on est face à des publics qui sont parfois dans des systèmes de vulnérabilité et de relations à leurs propriétaires qui sont quand même extrêmement préoccupantes. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt sain, en fait, que ça existe, et ça montre aussi que quand on interpelle un bailleur social, le bailleur social, il est là, il répond, il réagit, et c'est aussi un rapport de force qui est sans doute utilisé de manière utile et habile de la part des locataires. Ce qui ne veut pas dire que tout se passe bien partout, mais en tous les cas, moi je pense que c'est l'illustration du fait qu'il y a une vraie interface, il y a un vrai interlocuteur, et quand il y a une difficulté, on arrive à normalement arriver à se parler pour la traiter. La différence, c'est qu'on ne rénove pas les mêmes logements. Dans le privé, on rénove beaucoup les grandes copros des années 50 avec des travaux pas trop compliqués, avec 30 000 € de travaux par logement en moyenne. Dans le parc social, on rénove tout, y compris le parc ancien qu'on rénove peu dans le privé, où là, nous en moyenne, c'est 3 fois plus l'investissement dans une rénovation du parc social dans le parc privé. Donc on fait des travaux beaucoup plus lourds sur du parc ancien, beaucoup plus compliqué dans le social, donc beaucoup plus impactant. Et en plus, on a une population très âgée qu'on doit déménager. Donc c'est ça qui est compliqué. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de problème avec les copropriétaires parce qu'on ne rénove pas les immeubles compliqués. Donc c'est malheureusement pour ça. C'est parce qu'on est dans le dur que c'est plus difficile et qu'il y a du dialogue, voire des conflits. Ok, bien compris. Est-ce que ça génère d'autres questions? Non? On va gagner un petit peu de temps alors. Merci beaucoup pour cette ouverture. Myriam, je te repasse la main pour la suite.